Bonsoir chers internautes, bienvenue sur ma chaîne Matrix Diabolicum, qui est aussi, maintenant comme vous le savez, le livre que j'ai fait paraître depuis octobre 2024 sur Amazon. Alors ce soir j'aborderai un thème qui est repris dans mon livre, qui est le thème des hommes en noir. Alors, plus connu sous l'équivalent anglais Men in Black. On imagine Will Smith et Tommy Lee Jones qui manient des neutraliseurs de mémoire et protègent la Terre des menaces extraterrestres dans les fameux films. En fait, la représentation hollywoodienne de ces personnages mystérieux est bien loin des récits des véritables personnages, des véritables hommes en noir, qui sont à la fois plus étranges et plus sinistres. Et on les a rapportés depuis plus de 70 ans. Enfin, il y en a même, vous verrez, même des équivalents d'hommes en noir bien avant. Contrairement à leurs homologues cinématographiques, les véritables hommes en noir sont présentés comme des entités intimidantes, parfois inhumaines, qui apparaissent après des observations d'OVNI, pour réduire les témoins au silence par des menaces et des comportements étranges. Ils arrivent sans prévenir dans des véhicules noirs, enfin sans prévenir, ça arrive parfois mais c'est rare. Ils arrivent dans des véhicules noirs, immaculés, alors souvent des Cadillacs, faut le savoir, en Amérique entre autres. Font preuve d'une connaissance impossible de détails privés et laissent les témoins profondément perturbés au point qu'ils abandonnent soit toute recherche sur les ovnis pour chez les ufologues, ou soit tout témoignage pour les témoins classiques. Ce qui rend ce phénomène particulièrement fascinant, c'est qu'il s'étend en fait dans le temps et sur tous les continents, sous la même forme. Il se présente toujours de la même façon. D'étranges hommes en costume noir, au teint normalement pâle, à la voix robotique, au comportement suggérant qu'ils ne sont pas entièrement humains. Ces figures terrifient les témoins et fascinent les chercheurs depuis des décennies. Alors, la Genèse moderne, donc à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, a démarré le 27 juin 1947 avec Harold Dahl, D-A-H-L. C'était un pêcheur en fait qui participait. Je ne sais pas s'il était pêcheur. Enfin, il participe à une mission de conservation de bois près de l'île Maury, dans l'État de Washington. Lorsqu'il aurait aperçu 6 objets en forme de beignet planant au-dessus de son bateau. L'un d'eux a libéré des débris métalliques qui ont blessé son fils et tué son chien. Dahl a photographié les objets avant leur disparition. Voilà pour le contexte. Le lendemain matin, un homme en costume noir se présenta à la porte de Dahl et l'invita à déjeuner. Au cours de leur conversation, l'inconnu fit preuve d'une connaissance étonnante des événements de la veille, bien que Dahl n'en eût parlé à presque personne. Ce que je viens de dire, dit-il, prouve que j'en sais beaucoup plus sur ce que vous avez vécu et que vous ne voulez bien l'admettre. Avant de partir, il conseilla à Dahl de ne rien dire de ce dont il avait été témoin. Intimidé, Dahl affirma donc pendant un certain temps que son observation d'OVNI était un canular. Pourtant, des années plus tard, il revint sur ses propos, soutenant que l'expérience initiale et la visite menaçante avaient bien et bien existé. Alors, si l'incident de l'île Maury a semé la graine donc, du phénomène des hommes en noir, l'expérience d'Albert K. Bender a véritablement transformé ce phénomène en la théorie du complot qu'on connaît bien aujourd'hui. En 1952, Bender fonda l'International Flying Saucer Review et publie un magazine intitulé Space Review. L'organisation connut une croissance rapide, comptant jusqu'à près de 1000 membres sur la planète. Mais en 1953, Bender dissout brusquement l'organisation et mit fin à ses recherches sur les ovnis. Le dernier numéro de Space Review contenait ce message inquiétant. Alors, le mystère des soucoupes volantes n'en est plus un. Leur origine est désormais connue, mais toute information à ce sujet est tenue secrète sur ordre d'une autorité supérieure. Bon, quelle autorité supérieure, on ne saura pas.
Nous aurions aimé publier l'article complet dans Space Review, mais la nature des informations nous a été formellement déconseillée. Nous recommandons à tous ceux qui travaillent sur le sujet des soucoupes de faire preuve de la plus grande prudence. Pendant 9 ans, Bender garda le silence sur ce qui s'était passé. Puis en 1962, il publia Soucoupe volante et les 3 hommes, révélant que 3 hommes en noir lui avaient rendu visite. Il ne s'agissait pas d'agents gouvernementaux ordinaires. Bender les décrivit en des termes quasi surnaturels. Ils flottaient à une trentaine de mètres du sol. Ah, tiens. Ils ressemblaient à des ecclésiastiques, mais portaient des chapeaux de style Hombourg. Je ne sais pas ce que c'est, ce chapeau. Le chapeau à large bord, probablement. Leur visage était difficilement discernable, car les chapeaux les dissimulaient en partie. Tout à coup, les yeux des 3 silhouettes s'illuminèrent soudain comme des torches. Ils semblaient me transpercer l'âme, tandis que les douleurs au-dessus de mes yeux devenaient presque insupportables. Vous imaginez la trouille que ça fait, ce genre de choses. Bender affirma que ces êtres n'étaient pas des agents du gouvernement humain. Ben oui, mais des extraterrestres originaires d'une planète nommée Kashyyyk. Après leur visite, il souffrit de symptômes physiques extrêmes, notamment des vertiges, des maux de tête, des pertes de mémoire. Sans l'auteur Gray Barker, un peu plus tard, les hommes en noir seraient peut-être restés de simples notes de bas de page dans les histoires d'OVNI. Mais en 1956, il publia « Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes ». Recueil de témoignages de mystérieux visiteurs vêtus de noir et menaçant les témoins d'OVNI. Il est intéressant de noter que ces témoignages de mystérieuses silhouettes vêtues de noir liées aux ovnis remontent à plusieurs siècles. Vous voyez, en 1665, vous voyez, ça fait longtemps par exemple. Des villageois de la région de Massingham, M-A-2-S-I-N-G-H-A-M, en Angleterre, rapportèrent avoir aperçu d'étranges lumières dans le ciel. Le lendemain, 3 étrangers à la peau pâle, entièrement vêtus de noir, arrivèrent et interrogèrent les habitants sur ce qu'ils avaient vu. Lorsqu'un villageois les confronta, il aurait été terrassé par une force invisible, lui donnant l'impression que sa tête se remplissait d'eau. Les étrangers ordonnèrent aux villageois de ne plus jamais parler de ce qu'ils avaient vu avant de disparaître. Alors, des récits historiques similaires, il y en a eu dans différentes régions d'Europe, à différentes époques, où on parlait soit de sorciers, d'hommes sombres, d'hommes branches, d'hommes de grande taille, suggérant que quel que soit le phénomène à l'origine, il a pu se manifester sous diverses formes tout au long de l'histoire humaine, apparemment. Alors, quelques cas modernes, c'est-à-dire à partir de la deuxième partie donc, du XXe siècle. On a le docteur Herbert Hopkins, en 1976. Par une douce soirée de septembre, les hommes en noir ont rendu visite au docteur Herbert Hopkins, médecin réputé, enquêteur spécialisé dans les ovnis. En l'occurrence, il pratiquait des récits, de l'hypnose, pour que les témoins retrouvent les passages manquants de leur témoignage. Il avait donc, au moment où c'est arrivé, son histoire, enquêté sur un cas d'OVNI dans la ville voisine de Norway, dans le Maine. 2 ouvriers avaient aperçu un étrange objet volant et en tentant de s'en approcher, ils furent soudainement enveloppés d'une lumière blanche aveuglante et perdirent connaissance. Lorsque les 2 ouvriers reprirent leurs esprits, ils se retrouvèrent 1 kilomètre plus loin, sur la route, et réalisèrent qu'ils étaient restés allongés là pendant des heures sans se souvenir de rien. Donc, sous hypnose, il examina l'un des employés et fut fasciné par son récit concernant les moments manquants. Voilà, pour le contexte. Hopkins avait senti qu'il était sur le point de faire une découverte capitale dans la compréhension du phénomène des enlèvements extraterrestres. Alors, curieusement, le soir même, Hopkins se trouvait seul chez lui, sa femme et ses enfants étant absents. Il reçut un appel d'un homme se présentant comme le vice-président de l'organisation de recherche sur les ovnis du New Jersey. Cet homme demanda à s'entretenir personnellement avec Hopkins au sujet de l'affaire. Le croyant, le docteur Hopkins, accepta et lui donna les instructions pour venir chez lui.
Apparemment, il était dans un site un peu à l'écart. Une fois la communication coupée, Hopkins sortit de chez lui pour allumer la lumière extérieure. Il aperçut alors un homme étrange qui s'approchait de sa maison. Il se dit, mais c'est pas possible que ce soit l'homme qui vient d'appeler il y a moins de 2 minutes. Alors, qui cela pouvait-il être d'autre? Alors, Hopkins chercha du regard une voiture ou un autre véhicule qui aurait pu appartenir à un inconnu, mais en vain. Le docteur Hopkins fut surpris de voir l'étranger s'approcher de sa maison. L'homme avait une apparence vraiment étrange. Il portait un costume noir, impeccablement repassé, qui semblait d'ailleurs n'avoir jamais été porté. Il était coiffé d'un chapeau Homburg noir, toujours le même type de chapeau, à large bord. Lorsqu'il ôta son chapeau, il révéla un visage d'une blancheur crayeuse, totalement glabre, sans même un sourcil. Ses lèvres étaient d'un rouge vif, comme si l'homme avait appliqué du rouge à lèvres. Sa voix étrangement modulée était d'une diction parfaite. Étonnamment, le docteur Hopkins et l'homme en noir ont discuté des détails de l'affaire OVNI de Norway. Alors je dis étonnamment parce que souvent, dans ces affaires d'hommes en noir, les témoins sont comme sous emprise, comme s'ils étaient, ils étaient plus maîtres de leur volonté en quelque sorte. Alors, le docteur Hopkins se souvenait de nombreux aspects étranges de son mystérieux visiteur, comme j'en ai décrit quelques-uns. Alors que la discussion sur l'affaire de Norway touchait à sa fin, le ton de cet homme en noir devint menaçant. L'homme en noir tendit au docteur Hopkins une étrange pièce de métal et lui demanda de l'observer attentivement. Hopkins ne reconnut pas la pièce qui soudain se mit à se brouiller puis disparut complètement sous ses yeux. Alors il lui dit, ni vous, ni personne d'autre sur cette planète ne reverra jamais cette pièce. Nous pouvons faire la même chose à votre cœur. C'est rassurant, hein? L'homme en noir ordonna à Hopkins d'interrompre ses recherches sur l'affaire Norway et de détruire tous les documents relatifs à cette affaire. Le docteur Hopkins remarqua alors que le débit de parole de l'homme ralentissait comme un enregistrement au ralenti. L'homme lui dit que sa batterie était presque déchargée et qu'il devait partir. Il sortit de la maison en titubant, comme ivre, en direction d'une vive lumière bleue. Hopkins supposa qu'il s'agissait d'un véhicule, mais ne vit rien, et l'homme en noir disparut. Le docteur Hopkins était tellement terrorisé par l'incident que lorsque sa femme et ses enfants rentrèrent à la maison, ils le trouvèrent assis sur un canapé, un pistolet à la main. Je ne sais pas si vous voulez mettre fin à ces jours. Sa famille chercha des traces de pneus ou tout autre indice de la présence de l'étrange visiteur, mais ne trouva rien. Hopkins cessa néanmoins sa collaboration avec ses collaborateurs et brûla les enregistrements de ses séances d'hypnose avec les ouvriers. Voilà. Alors on a une autre histoire. Alors je prends un peu, c'est pas suivi chronologique, là c'était en 67, Robert Richardson. Alors Robert Richardson de Toledo était membre de la respectée Aerial Phenomena Research Organization, APRO. Donc une organisation qui justement elle aussi analysait les ovnis. Et une nuit, Richardson conduisait lorsque dans un virage, il aperçut un objet étrange et n'eut pas le temps de l'éviter. Curieusement, il venait de percuter un ovni. Au moment de l'impact, l'objet disparut sans bruit ni impact. Richardson sortit de sa voiture à la recherche d'une preuve et découvrit un petit morceau de ce qui semble être du métal fondu. Alors, je ne sais pas comment il a réussi à le prendre, enfin bon. Il le conserva comme élément de preuve potentiel. Il ne confia cet incident qu'à sa femme et à quelques proches collaborateurs de l'APRO, donc cette association de recherche sur les ovnis. 3 jours plus tard, deux jeunes hommes à bord d'une Cadillac noire de 1953 se présentèrent chez Richardson. Ils semblaient pourtant tout à fait normaux et ne demandèrent rien de particulier. Ils ont simplement échangé sur ce qui s'était passé.
Richardson nota le numéro d'immatriculation de la Cadillac. Bien, Cadillac, ça c'est fréquent chez les hommes en noir. Et constata qu'aucune voiture n'était immatriculée à ce numéro. Alors plus exactement, il avait, suite à son accident, signalé à la police ce qui lui était arrivé. La police n'a pas daigné le prendre au sérieux. Et donc il a rappelé la police là, à la suite de cette première visite. Alors c'est la première fois, je crois, dans l'histoire des Men in Black qu'il y a eu 2 équipes d'hommes en noir. Alors il a signalé donc ce numéro d'immatriculation est inexistant. La police ne connaissait pas ce numéro, enregistré nulle part. Voilà. Une semaine plus tard, Richardson reçoit la visite de 2 autres hommes, mais cette fois-ci menaçants, ressemblant aux célèbres Men in Black, vêtus de noir de la tête aux pieds, avec un air vaguement étranger. Je ne sais pas ce que ça veut dire, vaguement étranger. Enfin, l'un d'eux parlait parfaitement l'anglais, impeccablement, mais l'autre parlait avec un accent qu'il n'a pas réussi à identifier. Les 2 hommes tentèrent de le convaincre qu'il ne s'agissait que d'une hallucination, mais Richardson maintint sa version. Les hommes en noir lui demandèrent de restituer le morceau de métal, ce à quoi Richardson répondit qu'il l'avait donné à la pro pour étude, ce qui a eu l'air d'énerver les 2 hommes. Aussi, la conversation prit un tour menaçant, puisque l'un des 2 hommes lança « Si vous voulez que votre femme reste aussi belle, vous feriez mieux de nous rendre ce métal. » Richardson a été terrifié d'un coup, mais pour autant, il ne se débarrassa pas du métal et raconta son expérience. Curieusement, lors de la seconde visite, seules quelques personnes savaient que Richardson avait conservé le métal provenant de l'accident. Donc sa femme et puis quelques collègues qui connaissaient bien à la pro. Voilà. Il est clair que ces premiers visiteurs étaient des gens ordinaires. Seul détail étrange, c'est le coup de la voiture, mais les seconds visiteurs semblaient beaucoup plus inquiétants, beaucoup plus artificiels, mécaniques. Mais dès que Richard décida d'en parler, les hommes en noir cessèrent de l'importuner. L'analyse de l'échantillon ne nota rien de particulier, sauf une prédominance de magnésium, mais sinon des métaux relativement courants qui n'ont rien apporté de spécial. Voilà ce qu'il en est. Alors, plus récent, cette fois en 2009, Niagara Falls, l'hôtel Sheraton de Niagara Falls est considéré comme l'une des affaires les mieux documentées au Canada, parce que d'autant plus que pour une des premières fois, enfin, je crois que c'est la première fois, que des hommes en noir ont été enregistrés en vidéosurveillance, ce qui prouve qu'il y a bien une réalité physique derrière le phénomène et pas une hallucination. Voici un résumé des événements. Ça commence en octobre 2008, où le directeur de l'hôtel et un agent de sécurité ont été témoins du passage d'un ovni en forme triangulaire de très grande taille, avec 3 lumières blanches et un gros point rouge clignotant au centre. Donc ça en octobre 2008, près des chutes du Niagara. L'objet volait silencieusement à une hauteur estimée environ 150 mètres avant de disparaître. Cet événement a été corroboré par d'autres témoins. Alors, cette fois-ci, 7 mois plus tard, 15 mai 2009, se présentent dans le hall de l'hôtel 2 hommes grands, minces, vêtus de costumes noirs, cravate noire, chapeau noir, tout en noir, et avec une allure un peu mécanique et coordonnée. Ils voulaient parler donc aux personnes qui avaient vu donc cet ovni, en particulier donc le responsable dont ils connaissaient le nom, ainsi que celui de l'agent de sécurité. Manque de bol, aujourd'hui, ce jour-là, il n'était pas là, à l'hôtel. Alors, description de ces MIB. Des traits physiques inhumains. Donc, teint très blanc, comme d'habitude, très grands yeux, qui ne clignaient pas de sourcils, pas de cils, donnait pas d'émotion apparente, allure robotique, voix monotone. Alors, sensation étrange, une femme qui leur a parlé avait eu l'impression qu'il savait exactement ce qu'elle pensait, comme un livre ouvert dans sa tête.
Un membre du personnel se serait même senti physiquement malade en leur présence, décrivant un changement, une sorte de changement dans l'air autour d'eux. Bizarre. On va parler de ce phénomène après, qui a été appelé l'effet Oz. Alors, donc Shel Savard, le patron de l'hôtel qui avait vu cet ovni, a pu visionner la vidéo de surveillance. Cette séquence, bien que de mauvaise qualité, ne durant que quelques secondes, est souvent citée comme une preuve concrète de l'existence des MIB. Elle montrerait clairement les deux silhouettes dans leurs costumes et chapeaux. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler donc de cet effet Oz, en référence au magicien d'Oz. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet Oz? En fait, la dénomination effet Oz, elle provient d'une ufologue qui s'appelle Jenny Randles, qui désigne ainsi le sentiment éprouvé par les témoins d'OVNI, un sentiment de suspension du temps, de déconnexion de la réalité, un silence inhabituel, ou l'impression d'être enveloppé dans une bulle, où le bruit du monde s'estompe, voire s'arrête complètement. Quelques exemples de cet effet Oz. Alors, des cas de MIB de Long Island en 1967. Le contexte, un témoin avait vu un ovni quelques jours plus tard, il avait reçu la visite de 2 MIB. Alors, l'effet ressenti. Lorsque les 2 hommes sont arrivés, le témoin a immédiatement ressenti un sentiment de calme surnaturel. Les bruits habituels de son quartier, circulation, voisins, oiseaux, etc., a cessé complètement. Il a décrit l'air comme étant épais ou lourd. Pas ce qu'il voulait dire par là. Et la conversation avec les MIB s'est déroulée dans un silence si complet qu'il lui semblait qu'ils étaient les seules personnes existantes. Pas très rassurant. Ils sont décrits pareil, comme ayant un teint très pâle, portant des vêtements démodés, utilisant un langage formel et étrange. L'effet de silence a amplifié cette impression déjà perturbante. Une autre affaire au Missouri, avec une Cadillac silencieuse, dans les années 60. Le contexte, une femme témoin d'OVNI a été approchée par un MIB alors qu'il sortait d'une grande Cadillac noire. Alors, l'effet ressenti, le témoin a rapporté que la voiture semblait se déplacer sans aucun bruit de moteur. Lorsqu'elle s'est approchée, un silence absolu régnait autour du véhicule et du MIB. Ce n'était pas un simple silence, mais une absence de son qui lui donnait l'impression, dit-elle, que ses oreilles étaient bouchées. Ce sentiment s'est dissipé aussitôt que l'homme est remonté et que la voiture s'est éloignée. Remonté dans sa voiture. Détail clé, ce silence total, même au démarrage et à la conduite, suggère que la zone autour du MIB et leur véhicule est soumise à une sorte d'altération du champ sonore ou physique. Thème d'ailleurs abordé dans certaines vidéos par Philippe Guillemot, ingénieur qui a travaillé sur la théorie de la double causalité. Je vous invite à voir ces vidéos, c'est très intéressant. Alors, un autre cas, donc des personnes qui ont subi des enlèvements extraterrestres et qui ont signalé par la suite la visite de MIB. Lors de l'enlèvement lui-même, les témoins décrivent souvent le sentiment d'être dans un état second. C'est ce que je vous disais, ils sont comme sous emprise. Des gens qui ont un certain caractère, une certaine volonté, en présence des MIB, ils sont complètement presque esclavagisés en quelque sorte, presque sous emprise, il n'y a pas d'autre terme. Ils ont l'impression de se mouvoir dans un temps ralenti. Lors des visites ultérieures des MIB, ce sentiment d'altération de la réalité peut revenir ou s'intensifier. Les MIB apparaissent lorsque le témoin est déjà dans un état psychologique et sensoriel vulnérable, altéré par l'expérience précédente. Voilà. Donc l'effet Oz est un élément central de cette apparition des MIB. C'est une espèce de manipulation de l'environnement physique et perceptif du témoin. Voilà, alors qu'est-ce que je pense de tout ça vis-à-vis de l'hypothèse principale qui est, vous en doutez, l'hypothèse principale
hypothèse extraterrestre. C'est l'hypothèse la plus ouvertement, universellement partagée. Enfin, presque universellement, pas tous, en fait. Hein. Moi, ce que j'en pense, c'est que, vous connaissez je suis chrétien, donc on ne se refait pas. Pour moi, c'est plutôt l'indice d'une intervention d'ordre diabolique, à minima. Enfin, à minima. Ça me paraît être, en tant que chrétien, l'hypothèse la plus plausible. Pourquoi ? Parce que, si on prend l'hypothèse extraterrestre, les hommes en or, c'est complètement surréaliste. Comment une civilisation capable de manipuler l'espace-temps, comme en témoignent des disparitions d'OVNI, utiliserait-elle des vieilles Cadillac noires des années 50, 60 ou... Voilà. Un MIB, et puis les MIB disparaissent, ils réapparaissent, et puis tout à coup, ils réapparaissent dans une voiture bruyante et visible. Ça n'a pas de sens. S'ils contrôlent la téléportation, ils ne devraient pas avoir besoin de voiture. Voilà. Contrairement à leurs équivalents du film, donc des films avec Will Smith et Tommy Lee Jones, les MIB n'ont pas d'équipement de haute technologie. Des armes énergétiques, des dispositions d'effacement de mémoire sophistiquées, etc. Qui seraient pourtant à la disposition d'une race stellaire. Ils usent en fait d'une sorte de magie sans support technologique, on va dire. Alors c'est quand même curieux que des gens capables de construire des soucoupes volantes s'abaissent à utiliser des vieilles voitures, des vieux costumes. C'est vraiment un système lourd, une inefficacité technologique criante. En fait, c'est plus l'analyse est plus à rechercher du côté manipulation psychologique plutôt que du côté d'une physique avancée. Et puis ils ont un comportement maladroit, ils échouent aux tests sociaux les plus simples, ils ne comprennent pas l'humour, parfois ils ne savent pas utiliser une chaise. On a l'impression, leur costume, on a l'impression que c'est la première fois qu'ils les portent. Ils sont complètement maladroits dans leur attitude. Et puis, par exemple, on avait le cas avec Hopkins, de ce type qui disait « ma batterie est à plat ». À quoi ça rime ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Puis le style démodé, dépassé. Une civilisation extraterrestre ayant étudié l'humanité sérieusement aurait été capable de les habiller d'une manière contemporaine et pas si voyante, pas si kitsch, si j'ose dire. Si les MIB sont des extraterrestres, ils sont incroyablement stupides. Ils ont une compréhension très limitée de la culture humaine, où ils ne se soucient pas d'être détectés, suggérant que leur but n'est pas l'infiltration discrète, mais au contraire la génération volontaire de terreur, par le biais de leur étrangeté même. Voilà. Donc on est pour moi dans la manipulation mentale qui est du même ordre que ce qu'on trouve dans les cas d'exorcisme d'ailleurs. Leur focus sur la terreur psychologique et le maintien du secret, plutôt que la force physique et la technologie, suggère que leur source de pouvoir est plus proche des forces archétypales et de la conscience humaine que de moyens extraterrestres, on va dire. C'est à rapprocher, voir mon livre, de la théorie des archontes, donc des gardiens de la prison, de la matrice dans laquelle on est. Enfin, les archontes, c'est une version ancienne de la matrice. Moi, que j'ai beaucoup modernisé en partant donc des développements autour de la théorie de la simulation et de la théorie de l'information en mécanique quantique. Voilà, donc ce que je pouvais dire des Men in Black. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous demande de me mettre un pouce en l'air, ça fait monter les vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.